Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Veto Quignol? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà eu à analyser cette compagnie il y a plusieurs fois par le passé ici. Donc, on va aller assez rapidement. Et vous savez que sur ce genre de vidéo, qu'est-ce que je recherche généralement? 1. Stabilité ou croissance des revenus. Nous avons des revenus croissants. Je peux déjà voir ici que voilà. Nous avons peut-être une entreprise ici qui a tendance à faire des acquisitions. Est-ce que c'est le cas? On vérifie, oui. Parce que quand je vois des zigzags pareils, enfin, c'est un peu ondulé ici. Visuellement, vous allez avoir l'habitude, quand c'est, enfin, à force de le faire, vous commencez à avoir l'habitude. Quand c'est ondulé comme ça veut dire quoi? Soit c'est une compagnie cyclique, soit c'est une compagnie qui fait beaucoup d'acquisitions. Et c'est le cas ici, elle fait des acquisitions. C'est bien la croissance par acquisition, n'est-ce pas? Mais faites attention ici, ça veut dire qu'il faut à peu près faire des acquisitions qui nous permettent ici d'avoir à peu près le même niveau de marge, sinon plus que ça. Ça ne sert à rien de faire des acquisitions vers des business qui ne sont non seulement pas complémentaires, mais également sur lesquels on n'a pas trop de marge, enfin, au niveau des marges, enfin, au niveau des marges en général, ça n'a pas de sens, enfin, pas que ça n'a pas de sens, mais parfois, c'est pas intéressant de faire des acquisitions sur des segments pour des entreprises qui n'ont pas des marges assez au même niveau que la maison mère, on va le dire comme ça. Donc, je vous prends un exemple simple. Je m'appelle Veto Quignol, je vais acheter voilà, je sais pas moi, un laboratoire pharmaceutique pour, je sais pas moi, pour soigner, par exemple, les chats, on va le dire comme ça. Et d'habitude, à Veto Quignol, j'ai peut-être des marges de 10%. Et je fais l'acquisition de cette compagnie-là qu'on va appeler peut-être Chat Plus. Et Chat Plus en question vend un médicament qui nous permet d'avoir des marges, qui a des marges à peu près aux alentours de 15-20%. Quand c'est comme ça, c'est très très bien. Mais imaginez que Chat Plus avait des marges à peu près de 5% par là. D'accord? Est-ce que c'est assez intéressant? Ça va dépendre de la croissance, ça va dépendre du potentiel d'augmentation également des prix. Donc, parfois, je vois, quand une entreprise fait une acquisition, il faut toujours questionner cette acquisition-là. Parce que le rôle du management, c'est allouer le capital. OK? Donc, il est très important de poser toujours les bonnes questions. Est-ce que le manager, est-ce qu'il est judicieux de payer le dividende, rembourser la dette, faire une acquisition, lever de la dette ici ou bien émettre de nouvelles actions, racheter des actions? Il faut questionner la politique d'allocation du capital. OK? So, point de vue revenu, on a vu qu'on a une croissance des revenus. Ensuite, on va vérifier les marges. Stabilité ou croissance? On a bien ici une croissance des marges. Moi, j'aime ça. OK? Ensuite, on va aller regarder. Ça, c'est la marge brute. Ensuite, on va comparer la marge EBITDA, histoire de voir si les deux vont dans le même sens. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que les deux vont dans le même sens. Maintenant, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que c'est durable? Parce qu'il ne s'agit pas juste de regarder ici et te dire, oh, les marges sont élevées, c'est bien. Est-ce que c'est durable? Peut-être que la pandémie a eu un effet positif ici. Qu'est-ce que tu en sais si tu ne vas pas regarder les rapports financiers pour voir pourquoi est-ce qu'il y a des marges plus élevées en 2021 par rapport à 2020? C'est dans les rapports financiers. Ça, c'est sûr et certain que vous allez trouver ça. Est-ce que c'est un effet prix? Est-ce que c'est parce que, je ne sais pas moi, on a réduit les coûts d'exploitation? OK, parce que quand on parle d'EBITDA ici, c'est essentiellement au niveau du coût d'exploitation. Au niveau de... quand on parle ici de marge brute, c'est soit réduction du prix des matières, du coût des matières premières, ou bien augmentation ici des prix. Dans tous les cas de figure, pour ce genre de compagnie, il faut suivre le prix et les volumes ainsi que les brevets. Bref, je ne vais pas vous apprendre le questionnement ici parce que je pense que quand vous faites une analyse fondamentale, parce qu'ici c'est de l'analyse quantitative, ça nous permet de poser les bonnes questions. OK? Donc, histoire de voir également si c'est un type d'entreprise qui pourrait nous intéresser. Pour le moment, ça semble plutôt bien parti. Marge brute augmente, marge EBITDA augmente. On aime ça. OK? Ensuite, je vais aller vérifier ici les net income et les free cash flow. Si les deux parlent le même langage, il ne faut également pas oublier que nous avons ici une entité européenne et les compagnies européennes ont tendance ici à ne pas prendre en considération les loyers comme étant ici une dépense opérationnelle. D'accord? Donc, parfois, les free cash flow peuvent être positivement impactés parce qu'on a inclus les loyers à l'intérieur. Donc, il faut faire attention. Donc, quand on prend les free cash flow et les net income, on constate quoi? Surtout à partir de 2018. OK?
on constate que les deux ont tendance à parler le même langage. Voilà, même si on peut même constater ici que free cash flow a tendance à être bien plus élevé. Vous allez me dire, mais comment est-ce que tu vois ça? Je peux juste faire ceci. Je prends ceci en cumulé et je fais la même chose avec les net income. Je mets en yearly. Il ne faut pas les prendre en LTM, last 12 months, ou bien en FQ, dont dernier trimestre ici. Prenez en annuel, d'accord? Sinon, vous risquez d'avoir une mauvaise information. Toujours. Donc, cumulé sur les 20 dernières années, free cash flow 600, net income 495. Sur les 10 dernières années, free cash flow 400, net income 331. Sur les 5 dernières années, free cash flow 272, net income 195. Sur les 3 dernières années, free cash flow 200, net income 130. C'est pour ça que on peut se dire ici que les free cash flow sont généralement plus élevés que les net income. Maintenant, on sait qu'on va aller vérifier pourquoi. Et on va bien vérifier si les loyers ne sont pas inclus dans ce calcul-là. OK? Donc, c'est déjà bien si les deux parlent à peu près le même langage. Si free cash flow est plus élevé, c'est déjà une bonne chose. D'accord? Donc, ce qui veut dire que si je la compare ici en prenant en considération les net income, la marge des net income, je n'aurais peut-être pas une bonne information. OK? Donc, je continue. Est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Donc, et le nombre d'actions ici, il est là. Voilà. Le nombre d'actions ici, on va se dire que je vais le prendre en yearly juste pour vérifier si tout est correct. On va se dire, il augmente. Pourquoi est-ce qu'il augmente? Il faudrait toujours aller vérifier ça. Est-ce qu'on a fait une acquisition ici qui nous a forcé à augmenter le nombre d'actions? Est-ce qu'on a fusionné avec une autre entité? Enfin, quand on regarde ici, ça peut être très élevé, mais bon, c'est plus de 10% quand même d'augmentation. Non, pas quand même plus de 10% d'augmentation, parce que là, c'est moins de 10%. Je pense bien. Je pense qu'on est aux alentours de 5% ici d'augmentation. Mais c'est quand même une augmentation des net income. Donc, il faut aller vérifier ici entre 2010 et 2011, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que le nombre d'actions a augmenté? Très important. Donc, ensuite, on va vérifier quoi? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Maintenant, il faut juste aller regarder les marges. On va regarder la dette nette sur EBITDA. Je recherche quelque chose en dessous de 5. Ici, on a une dette nette sur EBITDA, je pense bien, je vais mettre sur les 12 derniers mois. On a quelque chose de... Enfin, on n'a même pas de data par rapport à ça. Je vais fermer cette partie-ci. Et je vais essayer de voir en termes de dette nette, en termes de volume, est-ce qu'on a la dette nette? Donc, ici, ça veut dire qu'on a du cash net. OK, près de 84 millions. OK, elle n'est pas endettée, donc elle a déjà la capacité de souffrir. On aime ça. Donc, maintenant, on va passer à l'évaluation. Combien de fois les bénéfices, le marché paye généralement pour cette compagnie? Vu que les free cash flow sont généralement très élevés, il faut souvent prendre le price to free cash flow, mais également, vous pouvez prendre également le price to earning, mais pensez en termes de rendement. Quand vous voyez 10 fois les bénéfices, c'est 10% de rendement. Ça veut dire que si je vous distribue la totalité des bénéfices ici, en dividende, vous aurez 10%. Quand je vois à peu près 5%, 20 fois les free cash flow, c'est 5% de rendement. D'accord? Enfin, 20 fois le price to earning ou bien le price to free cash flow, c'est 5% de rendement. La question à se poser, c'est est-ce qu'il est judicieux d'acheter cette compagnie-ci pour un rendement de 5%? À 20 fois les bénéfices, il faut vraiment qu'il y ait de la croissance ou bien que les marges soient élevées ou bien que le business soit assez solide et stable. OK? Donc, c'est vraiment au cas par cas. Il n'y a pas de formule magique. Ça n'existe pas. Si vous recherchez une formule magique en bourse, vous n'êtes pas au bon endroit. En fait, évaluer une entreprise, c'est de l'art. C'est plus de l'art qu'une science. D'accord? Donc, ça demande plusieurs connaissances ici mises en commun pour pouvoir avoir un assez bon jugement. OK? Le but n'est pas d'avoir précisément raison, mais le moins tort possible. OK? Si je trouve ici que l'entreprise vaut $90 et que toi, tu trouves $100, il n'y a pas une grosse différence. Hein. Si je trouve $90 et toi, tu trouves $150, bon, là, on peut se questionner. Mais maintenant, c'est le raisonnement derrière qui va être important. Peut-être que toi, tu as pris 30 fois les bénéfices. Pourquoi? Comment est-ce que tu vas justifier 30 fois les bénéfices? Parce qu'elle s'est changée à 30 fois les bénéfices en moyenne sur les dernières années. Mais bon sang, on a une croissance de 5%. Comment est-ce que tu vas justifier 30 fois les bénéfices pour le futur? Ça n'a pas de sens. Parce que comme on le dit, le PER également fluctue. Bref, on revient ici sur le price to free cash flow. Je le prends là. Et je vais avoir tendance ici à le mettre en médiane. Vous remarquez sur les derniers mois, ici, on est à peu près à 10 fois les free cash flow. OK? Là, on est à peu près à 16 fois en moyenne. Donc 16, voilà, 16, 17. Voilà, on est quelque part par là. Je vais également comparer les price to earning
Et vous allez voir ici que si je prends le price to earning par exemple et que je prends la moyenne, on aura tendance à avoir quelque chose de plus élevé. Or, vous avez vérifié que les free cash flow sont plus élevés que ça. OK? Donc, là, on sera à 20. So, notre valeur va osciller, le multi va osciller entre 17 et 20 fois les bénéfices. OK? Maintenant, quand on prend 17 fois les bénéfices, c'est à peu près un 6% de rendement, 5,88, quelque chose comme ça. 20 fois les bénéfices, c'est 5. Donc, on ne se paye vraiment pas. Est-ce que c'est judicieux de payer à peu près ce genre de multiple sur ce genre de compagnie? Pourquoi pas? Après, si vous avez du mal à vous décider, vous prenez 20, 16, vous divisez par 2, parce qu'il n'y a pas de formule magique ici, ça revient à 18. Mais moi, je prends toujours le 17. Je reste comme ça. OK? Donc, de toutes les façons, on va réfléchir en termes de rendement. Maintenant, je prends mon veto Quignol. D'accord? Nous avons une entité ici, les analystes s'attendent à du 6% en croissance en moyenne sur les années en 2024-2025. Est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions? Oui. Mais n'oubliez pas également que ces prévisions-là s'ajustent également avec le temps. Donc aujourd'hui, c'est 5,41. Demain, ça peut être 39. Et si la fin de l'année, ça se termine en 2025 à 5,39, ils auront raison. Pourtant, aujourd'hui, on voit encore 5,41. D'accord? Donc, ça reste une prévision. Le plus important maintenant, c'est pour que cette prévision-là se réalise, il faut connaître à peu près le positionnement de l'entreprise dans son environnement concurrentiel, la stratégie derrière, etc. OK? Donc, le questionnement revient encore à l'ordre du jour. OK? So, on peut également voir ici ceci. En termes d'évaluation, ça va donner quoi? Je suis prêt à payer 17 fois les bénéfices pour cette compagnie. Aujourd'hui, si elle me distribue la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui, par rapport, ça, ce sont les bénéfices nets ajustés. Donc, on aura tendance à aller dans le même sens que les free cash flow. OK? Donc, je les prends en ajusté ici dans tous les cas de figure. Donc, c'est assez correct déjà. So, 4,73 euros. C'est ce qui est attendu en 2023, décembre. Au prix actuel, il n'y a pas de dette. OK, disons à 81 euros ici. C'est un rendement de 5,83%, soit quelque chose entre les 17-16 fois les bénéfices par là. On peut le voir ici, on a 17,51 fois les bénéfices. Donc, si on le prend par rapport aux bénéfices nets attendus en 2025, si ça se réalise, je paye 4,21 euros ici pour espérer recevoir 5,41 € en 2025. Est-ce que c'est judicieux? 6,67%. Pour un business qui a tendance à s'échanger entre 17 et 20 fois les bénéfices, je dirais que voilà, c'est pas une entreprise que je vais acheter au prix actuel. J'aimerais la voir, moi personnellement, à un prix qui pourrait se rapprocher ici. Tout dépend, dépendamment de la croissance. Hein. Donc, à un prix aux alentours des 67-70 euros par là. OK? Ça ne veut pas dire que le prix actuel est mauvais, mais il est juste correct pour moi. On ne surpaye pas au prix actuel. OK? Tout va maintenant, si tu choisis d'investir sur Veto Quignol, tout va dépendre de la croissance future. Avant de finir également ici, on va regarder une chose. Le RO, voilà. ROIC. D'accord? Donc, ici, on constate quoi? Dépendamment, le Return on Tangible Capital Employed est aux alentours ici. Moi, j'aime bien le Tangible Capital Employed, OK? Donc, ça mesure ici l'utilisation efficiente des actifs. Donc, on voit ici, en fait, dépendamment du secteur d'activité, déjà 10 en montant, c'est mieux. Et attention, il ne faut pas le faire avec les compagnies d'assurance ou avec les compagnies financières. D'accord? Banques, etc., ça ne rentre pas là-dedans. OK? Donc, les banques, c'est vrai qu'ils ont souvent le ROTCE, mais voilà, c'est à peu près, c'est un ROTE, je pense bien. Return on Tangible Equity. OK? So, ici, je recherche généralement quelque chose aux alentours de 15% et plus. Et surtout la stabilité qui m'intéresse. Je ne veux pas avoir du 15% après-demain, 20% et après-demain, 10%. Non, surtout la stabilité. 17, 17, 18, 18, 18, 18, 22, 36, 35. Ça veut dire que ça commence à être intéressant ici. Et je constate que sur 2021 et 2022, on a plutôt une augmentation. Vu constater également que ça coïncide avec l'augmentation des marges, n'est-ce pas? Et si je compare ça à Virbac, par exemple, vous allez comparer ici, on constate que Virbac, ici, a des marges à peu près qui augmentent également sur les dernières années. OK? Donc, si on compare ici, on pourrait se dire que les deux entités ici pourraient être intéressantes ici, mais laquelle on va choisir en dernier? Généralement, celle qui aura les marges les plus élevées. Donc, le pourcentage ici le plus élevé. C'est ça qui m'intéresse. Donc, peut-être Veto Quignol sera peut-être de meilleure qualité que Virbac. Mais attention, ça va dépendre du maintien des marges à un certain niveau. Donc, c'est pour ça que si vous avez du Veto Quignol, est-ce que l'entreprise sera capable de garder les marges à ce niveau? C'est vraiment ça qui devrait nous intéresser à long terme.
Bref, dans tous les cas de figure, je dirais que l'entreprise est juste correctement évaluée au prix actuel, sans plus. Est-ce qu'il faut qu'on parle du dividende? Il est safe. D'accord? Il aura tendance à augmenter. Ça, c'est pas un événement. OK? Il est assez couvert ici également par les free cash flow. OK? Donc, pour le reste, rien d'inquiétant. Le plus important maintenant, c'est de voir est-ce qu'ils ont déjà anticipé, est-ce que, dépendamment des produits qu'ils vendent ici, voilà, c'est le secteur pharmaceutique / accès à santé animale. Je pense également ici qu'il y a des brevets, etc. Comment est-ce qu'ils se positionnent? Bref, il y a un ensemble de questions à poser à ce niveau-là. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de cette vidéo-ci, vous avez le service Top Premium Plus qui inclut 14 formations thématiques ainsi qu'un ensemble ici de checklists sectorielles. Donc, un checklist dépendamment des secteurs, dépendamment des industries, si vous voulez. OK? Donc, je vous laisse aller voir la page en question. N'oubliez pas également de vous abonner à la Top Newsletter où on partage également des analyses ici sectorielles. Donc, je rappelle que sur la Top Newsletter, sur le service Top Premium Plus, vous avez une promotion sur ces 14 formations-là, plus l'abonnement au Top Premium classique ici. Donc, la promotion prend fin le 10 du mois de novembre, s'il reste encore des places, bien sûr. OK? Merci.